L'évolution de nos pratiques vers la préservation tissulaire nous oriente de plus en plus vers la conservation de la vitalité pulpaire. Pourtant, nombreux sont ceux qui, redoutant les échecs, préfèrent ne pas tenter de préserver et envisagent plutôt une pulpectomie systématique. Alors, quels sont les facteurs à prendre en considération pour prendre la décision de conserver? Comment diminuer les risques d'échec? Ce sont les questions que je vous propose d'aborder cette semaine dans la nouvelle réponse d'experts d'Endo Academy. Après de nombreuses années d'abandon, le concept de la préservation de la vitalité pulpaire a de nouveau refait surface dans nos cabinets. Le développement des matériaux de la famille des biocéramiques sont largement responsables de ce regain d'intérêt, comme si l'on pensait que c'est grâce à ces matériaux intelligents que le coiffage marche mieux. Ce n'est pas complètement faux, mais c'est très loin d'être vrai quand même. Alors que dans la littérature abondent de nouvelles études sur l'évaluation du succès du coiffage pulpaire, la tendance est de conclure que le taux de succès est au-dessus des 70% sur les analyses rétrospectives de l'activité d'une population de professionnels, voire même supérieur à 92% dans les essais finement contrôlés. Chacun d'entre nous a cependant encore en tête des échecs de coiffage pulpaire et des conséquences extrêmement douloureuses pour le patient très rapidement après le traitement. Si ces douleurs post-opératoires signent un échec immédiat de la procédure, on remarquera qu'il existe une forme d'échec que l'on qualifie d'échec à long terme. Celui-ci qui est qualifiable par une radiographie de contrôle à plusieurs mois de distance par la mise en place d'une ou de plusieurs lésions apicales sur la dent traitée. Lésions qui signent de façon évidente la nécrose pulpaire et donc l'échec du traitement. Eh bien, ces deux formes d'échec sont finalement liées à deux facteurs complètement différents. En présence d'une lésion carieuse profonde, celle-là même qui va justifier la procédure de coiffage, nous savons que la pulpe est systématiquement inflammatoire. Une inflammation cependant très circonscrite et suffisamment peu étendue pour justifier la préservation de la vitalité pulpaire. Mais cliniquement, comment peut-on être sûr que lorsque l'on pratique le coiffage de la pulpe, tout le tissu inflammatoire a bien été éliminé? Nos outils de diagnostic sont finalement trop peu fiables et trop peu sensibles pour permettre de distinguer un tissu inflammatoire d'un tissu sain. Le test le plus fiable aujourd'hui reste le contrôle de l'hémorragie après hémostase. Mais comment faire confiance à ce test sur une dent que l'on vient d'anesthésier avec une forte concentration de vasoconstricteurs la plupart du temps? Cette difficulté de diagnostic explique pourquoi nous faisons probablement des erreurs de diagnostic ou plutôt d'évaluation de l'état inflammatoire de la pulpe. Et pourtant, c'est bien de cet état pulpaire, de cet état inflammatoire, que dépend le succès du traitement à court et long terme. Si le coiffage a été effectué sur une pulpe encore enflammée, eh bien la procédure va accélérer le processus et de pulpite réversible, le statut inflammatoire va passer au statut d'irréversible, et ce, dans les heures qui suivent le traitement. C'est ce que l'on appelle les échecs immédiats. Qu'en est-il alors des échecs à long terme? La procédure de coiffage consiste à placer un matériau au contact direct de la pulpe. Ce matériau va avoir un double effet. Le premier, un effet immédiat de protection de la pulpe en assurant une étanchéité et prévenant ainsi le passage des bactéries vers le parenchyme pulpaire. Le second rôle attendu est d'avoir un effet bioactif sur la pulpe afin de stimuler la mise en place d'une barrière minéralisée à son contact direct. Barrière qui viendra finalement doubler cette étanchéité à terme. Doublage important car l'étanchéité des obturations coronaires, on le sait, diminue avec le temps et les bactéries qui pourraient s'infiltrer entre le matériau et la dent atteindront très vite cette barrière. La nature et la qualité de la barrière minérale induite est étroitement dépendante de la nature et du matériau utilisé. On sait aujourd'hui pertinemment que la barrière obtenue au contact de l'hydroxyde de calcium est poreuse et surtout qu'elle n'est pas adhérente aux parois dentinaires adjacentes. Contrairement par exemple aux barrières obtenues avec les matériaux de la famille des biocéramiques. Le MTA, le mineral trioxyde aggregate, et le silicate tricalcique, commercialisés sous le nom de biodentine pour être spécifique, ont un effet inducteur sur la pulpe qui produit la formation d'une barrière de très bonne qualité et surtout
adhérentes aux parois. Ainsi, même si l'étanchéité assurée par les matériaux coronaires diminue, le passage des bactéries vers la pulpe est largement compromis, ou plutôt rendu plus difficile. Et nous avons là un des éléments pouvant expliquer pourquoi le succès à long terme du coiffage pulpaire est meilleur lorsqu'il est effectué avec du MTA ou de la biodentine que lorsque le coiffage est effectué avec de l'hydroxyde de calcium. Voici l'explication pourquoi un coiffage pulpaire peut échouer, rapidement ou à plus long terme. Les raisons sont bien différentes. Voilà, une partie de l'essentiel est là, mais la question sur le coiffage pulpaire mérite très largement d'être développée. À très bientôt.